Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. C'est l'heure de votre journal de l'Afrique. Et à la une de l'actualité, cette flambée de choléra en Ouganda. 1 millier de personnes contaminées parmi la population de réfugiés congolais. Médecins sans frontières comptent au moins 30 morts. On ira retrouver le chef de mission d'MSF à Kampala. Appel à la vengeance, enlèvement. Gao a pris des allures de ville morte. Voilà 2 jours que de violents affrontements opposent la communauté arabe à l'ethnie Songhai. Les 2 camps s'accusent mutuellement de la mort de l'un des leurs. Et puis comment mener un semblant de vie normale lorsque l'on est en situation de handicap au Maroc? Quelques associations tentent d'accompagner ces adultes dans leur parcours professionnel. C'est le cas notamment de Hadaf. Reportage à la fin de ce journal. L'alerte de Médecins sans frontières sur une flambée de choléra en Ouganda. Selon l'ONG, 1200 personnes au moins ont été contaminées. Des réfugiés congolais en provenance de l'Ituri. C'est une province du nord-est de la République démocratique du Congo. La région est le théâtre de violences intercommunautaires depuis plusieurs mois déjà. Ces réfugiés ont fait le voyage à bord de petites embarcations. Ils arrivent d'abord au village de Sebarogo avant d'être conduits dans des camps de déplacés. On va retrouver tout de suite en direct depuis Kampala Jean-Luc Anglade. Bonsoir monsieur, vous êtes le chef de mission d'MSF en Ouganda. Je le disais donc, ce bilan, une trentaine de malades ont succombé et 1 millier de personnes sont sévèrement touchées par cette épidémie. Y a-t-il des enfants parmi ces victimes ? Oui, bien sûr, il y a des enfants et des femmes qui sont arrivés d'ailleurs en majorité du Congo en traversant le lac Albert dans des conditions pénibles et longues. Alors, je disais donc ce chiffre-là que vous confirmiez. Comment ont été contaminés ces réfugiés? Est-ce qu'ils étaient déjà malades avant leur arrivée ou bien ont-ils été en contact avec la maladie une fois en territoire ougandais? Bon, il est probable qu'à la fois côté Ouganda et côté Congo, le choléra est endémique dans cette région et saisonnier. La flambée épidémique de choléra est surtout due aussi aux conditions d'arrivée des réfugiés, un afflux massif qui à certains moments se comptait en 3000 personnes par jour, par exemple, qu'il faut nourrir, à qui il faut distribuer de l'eau. Donc des conditions très précaires et donc une urgence humanitaire en ce qui nous concerne et un dispositif mis en place dès le démarrage, j'allais dire même dès le démarrage des premières montées des diarrhées qui ont ensuite été confirmées comme choléra. Donc voilà, c'est une région frontalière où il y a des mouvements de population, mais l'influx massif du mois de février a en fait débordé un peu les organismes qui sont censés accueillir les réfugiés. Alors, ces réfugiés sont justement accueillis, installés dans des camps de déplacés. Jean-Luc Anglade, quels dispositifs médicaux, quels traitements ont été mis en place ? Donc nous, dans un premier temps, on a mis en place des centres de traitement de choléra. Ensuite, on a aussi mis en place ce qu'on appelle des points de réhydratation orale beaucoup plus proches des communautés où vivent les réfugiés. La priorité, c'est aussi un approvisionnement en eau chlorée, des latrines en urgence. Et dans une telle situation, ce que nous, on préconise, ainsi que l'OMS, c'est la mise en place d'urgence d'une vaccination choléra qui est recommandée par les différents acteurs de santé globale. Et donc actuellement, nous tenons prêts à soutenir le ministère de la Santé ougandais pour mettre en place une campagne d'urgence de vaccination choléra dans cette situation. Jean-Luc Anglade, chef de mission Médecins sans frontières en Ouganda, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis Kampala. Dans le reste de l'actualité, ces vives tensions qui opposent les populations Songhai et arabes à Gao, au Mali, les 2 communautés s'accusent mutuellement d'être responsables de la mort de l'un des leurs. L'armée malienne et les casques bleus des Nations Unies tentent pour l'instant de contenir la situation pour éviter l'escalade de la violence. Les détails avec Nicolas Germain. À Gao, dans la plus grande ville du nord du Mali, les jeunes de la communauté Songhai sont très remontés.
Ils accusent les commerçants arabes d'avoir tué un militaire mercredi soir. Nous assistons aujourd'hui vraiment à des différences communautaires. Il n'y a pas ce qu'on appelle une sécurité pour la population civile ici à Gao. Nous l'assistons, nous le voyons, du jour au lendemain. Les représentants de la communauté Songhai essayent de calmer la foule, car d'ordinaire, les deux groupes vivent en paix. Le message que nous avons donné à la jeunesse, c'est que nous suivons ces problèmes de pas à pas. Et nous voulons les régler de la manière la plus entière, la plus constructive et la plus vraie. Les commerçants arabes ont fermé leurs boutiques par peur de représailles. La semaine dernière, 2 d'entre eux avaient disparu. Quelques jours plus tard, le corps de l'un d'eux a été retrouvé dans le fleuve Niger. Les autorités espèrent qu'il n'y aura pas d'escalade de la violence dans cette région déjà très instable, car la zone est régulièrement la cible d'attaques djihadistes qui visent les civils, mais aussi les forces maliennes, françaises et onusiennes. Depuis 2015, les attaques ont aussi lieu dans les zones frontalières du nord du Mali, au Niger et au Burkina Faso. Pour y faire face, la force du G5 Sahel a été créée. Elle regroupe des troupes de ces 3 pays, ainsi que du Tchad et de la Mauritanie. La force du G5 Sahel doit être pleinement opérationnelle cet été et comptera en tout 5000 soldats. L'escale de Recep Tayyip Erdogan au Sénégal. Il s'est entretenu cet après-midi avec son homologue Macky Sall. En tournée sur le continent, le président turc s'est d'abord rendu en Algérie, puis en Mauritanie. C'est d'ailleurs depuis Nouakchott qu'il a annoncé le déblocage de 5 millions de dollars pour soutenir la force du G5 Sahel. Sarah Sako est à Dakar pour France 24. C'est une visite très économique qu'a entamé le président Erdogan au Sénégal. 4 accords ont déjà été signés dans les domaines ferroviaires, du tourisme, des hydrocarbures et des mines. Un projet d'exportation de l'arachide sénégalaise en Turquie a également été évoqué pour équilibrer ces échanges entre les deux pays. Les investissements turcs au Sénégal s'élevaient en 2017 à 250 millions de dollars. Les entreprises turques sont très présentes ici, notamment dans le domaine du BTP. C'est également une entreprise turque qui assure la gestion du tout nouvel aéroport de Dakar. Et d'après les 2 chefs d'État qui se sont rencontrés ce matin, ces investissements devraient encore augmenter après cette visite. Une nouvelle barre a été fixée conjointement à près de 400 millions de dollars et nous allons travailler ensemble pour atteindre et même dépasser cet objectif. Nous voulons que les entreprises turques aient une plus grande place dans les projets qui seront réalisés au Sénégal à l'avenir. Et je suis venu accompagné de plus de 150 hommes et femmes d'affaires. En marge de cette visite, les parents d'élèves et les anciens employés du groupe Yavuz Selim ont fait entendre leur mécontentement. Ce groupe scolaire a été fermé au Sénégal à la demande d'Ankara, qui le considère comme lié au prédicateur Goulen, accusé d'être à l'origine du coup d'État de 2016. Le président Erdogan s'est d'ailleurs félicité ce matin de la fermeture de ces établissements et de la solidarité du Sénégal. En Guinée, l'UFDG a été reçu ce jeudi par la Commission électorale nationale indépendante. Le parti d'opposition conteste les résultats des élections communales du 4 février dernier. Demain, vendredi, ce sera au tour du RPG d'Alpha Condé d'être entendu. C'est cette formation politique qui est arrivée en tête du scrutin. Au Rwanda, le gouvernement ordonne la fermeture de 714 églises et une mosquée. La raison invoquée, des normes de sécurité et de salubrité pas satisfaisantes. Et d'ici quelques mois, la législation va encore se durcir. La future loi obligera notamment les prédicateurs à suivre des cours de théologie. C'est le plus grand projet d'infrastructure au Kenya depuis son indépendance, un chemin de fer qui relie la ville côtière de Mombasa à la capitale Nairobi. La future ligne passera par un parc national et c'est justement ce qui pose problème à de nombreux défenseurs de l'environnement. Les détails avec Maud Julien. Un train flambant neuf parcourt déjà 483 km entre Nairobi et Mombasa depuis 2017. Et maintenant, depuis une semaine, les travaux ont commencé pour un second tronçon, qui doit cette fois traverser le parc national de Nairobi sur 6 km. Et ce, malgré les mises en garde des groupes de défense de l'environnement et de la justice kenyane. Jeudi, un petit groupe de manifestants a laissé éclater sa colère. Je suis pour le développement. Je pense que le train est une merveilleuse chose pour le Kenya. Ce que je ne veux pas, c'est que ça se passe dans le parc national de Nairobi ou dans n'importe quel parc. Les autorités kenyanes font valoir que la pollution sonore sera réduite au maximum et que les animaux seront libres de leurs mouvements.
Mais selon ces manifestants, une partie de la faune a déjà déserté le site des travaux. Quand ils ont commencé la construction vendredi dernier, 3 espèces qui occupaient la zone avaient déjà dû se déplacer à cause des explosions et des bruits de machines. Nous avions des girafes là-bas qui sont parties ce week-end, des zèbres, des gnous, ils sont tous partis ailleurs. Des organisations de la société civile avaient déjà manifesté contre le projet en 2016 et déposé une plainte. Un tribunal avait ordonné que les travaux soient suspendus, mais la décision a été ignorée par les autorités kenyanes. Au Maroc, les handicapés mentaux ont encore du mal à trouver leur place au sein de la société. Si l'État a décidé de soutenir financièrement davantage des initiatives d'accompagnement, les mentalités ont-elles encore du mal à évoluer? Quelques associations tentent d'y remédier. C'est le cas notamment de Hadaf qui propose des formations professionnelles à ces adultes. Voyez ce reportage, il est signé Sarah Doublier et Jean-Marie Lemaire. Loubna a 38 ans. Elle est non-voyante et atteinte de handicap mental. Face à l'absence de prise en charge lorsque sa fille est devenue majeure, Amina Msefer a fondé il y a 20 ans l'association Hadaf. Elle milite depuis pour que ces jeunes adultes soient insérés dans la société. Ce qu'on attend de l'État, c'est qu'il reconnaisse les droits de ces personnes. C'est très important qu'il y ait des possibilités pour qu'ils soient embauchés, qu'ils soient reconnus en tant que citoyens à part entière, donc avec tous leurs droits. Chaque jour, le centre Hadaf accueille une centaine de jeunes majeurs déficients mentaux. Ici, l'espace est ouvert pour favoriser la socialisation et pour développer les compétences et la concentration, des travaux manuels, mais aussi des ateliers professionnalisants comme la menuiserie ou la couture sont dispensés. Ils sentent que leur travail est apprécié par les gens. On les encourage et ça les incite à prendre confiance en eux. La confiance en soi, premier pas vers l'autonomie. Depuis près d'1 an, un restaurant a été ouvert au public. Au service en salle, Hammer ambitionne d'être un jour embauché dans un snack en ville. Il est conscient qu'il lui reste du chemin à parcourir. Parfois, quand je vois des gens beaucoup, je suis timide un petit peu. Mais généralement, ça va. Nous, on aimerait pouvoir avoir différentes initiatives comme ça parce qu'avec un investissement minime de notre part, participer à un effort solidaire dans toute la société. Donc on aimerait que Hadaf se multiplie, pas que à Rabat, mais dans toutes les villes du Maroc. L'initiative est loin d'être généralisée. L'immense majorité des déficients mentaux au Maroc ne fait l'objet d'aucun suivi. Tout autre chose maintenant, Cédric Boukambou est le footballeur africain le plus cher de l'histoire. Près de 80 millions d'euros, c'est ce qu'aurait déboursé un club chinois, celui du Beijing Sinobo Guan, pour s'offrir les talents du jeune Congolais. En Chine, sachez que les clubs doivent s'acquitter d'une sorte d'amende sur les transferts de joueurs étrangers. Le but de cette règle, éviter que ces derniers soient systématiquement préférés aux jeunes Chinois. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 45 minutes. D'ici là, c'est Aude Le Christ qui a le plaisir de vous retrouver.